Alors, on a la chance d'avoir ce matin avec nous plusieurs intervenants. Bien sûr, la directe, je laisserai Monsieur Le Percher se présenter. On aura aussi Pôle emploi, l'Association des missions locales. Donc, Monsieur Le Percher, si je vous laisse vous présenter, je sors du partage d'écran et on devrait pouvoir vous voir. Allô? Monsieur Le Percher? Oups. Alors, bon, écoutez, j'espère qu'il va nous rejoindre. Est-ce que vous m'entendez là tous? Oui. Oui. Alors, oui. on aura… Bonjour, excusez-moi. Oui, je sors de… Benjamin Le Percher, je suis directeur régional adjoint de la Directe, un responsable du pôle entreprise, emploi, économie, donc plus particulièrement des questions d'emploi et d'emploi des jeunes. Alors, nous avons aussi une intervenante de Pôle emploi, Madame Sandrine Hervé. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine Hervé à la direction régionale de Pôle emploi et en charge des partenariats. Donc, ravie de participer avec vous à ces échanges et à cette présentation. La RML, Monsieur Boila? Oui, bonjour, Jérôme Boila, je suis le délégué général de l'Association régionale des missions locales d'Île-de-France. Bonjour à tous. Alors, nous avons aussi… Alors, pardon, là, j'ai un petit souci. Voilà, pardon. Nous avons qui nous aide et de la directe aussi Monsieur Sébastien Agot, qui va nous aider notamment à gérer les questions avec ma collègue Christine Barré-Labre de Défi Métier. Donc moi, je suis Michèle Bourdier, je ne me suis pas présentée jusqu'à maintenant, mais voilà. Je vais donc suivre ce webinaire et immédiatement passer la parole pour le commencement de cette présentation à Monsieur Le Percher et je partage en même temps mon écran. Hop, excusez-moi, on va être un petit peu plus… Voilà. Souci de la technique. Monsieur Le Percher, si vous voulez, c'est à vous. Merci. D'abord, je voulais vous remercier tous ceux qui sont connectés à ce webinaire d'y participer. C'est la marque, j'espère, d'un intérêt pour ce plan qui est un des axes vraiment les plus importants du plan de relance mis en œuvre par le gouvernement en cette rentrée 2020, post-période de crise sanitaire aiguë, disons, parce qu'on est encore malheureusement dans une période sanitaire compliquée, mais d'ores et déjà, le gouvernement a voulu impulser une relance pour avoir un rebond de l'économie assez important avec une action plus particulière sur l'emploi des jeunes. Je vais y revenir assez vite. Je passe… Apparemment, il n'y a pas de son. On n'a pas de son, alors donc… moi, je vous entends très bien. Si. On vous entend très bien, Monsieur Le Percher. Vous m'entendez très bien. Bon, j'espère que ceux qui ne m'entendent pas y arriveront. Donc, du coup, les trois axes d'intervention, je passe, puisqu'on les a déjà présentés, pour arriver directement. Quelques chiffres, je passerai assez rapidement, mais vous les aurez sur le PowerPoint, ça pourra vous servir peut-être dans le futur, puis ça dresse un petit peu le panorama quand même de ce dont on parle quand on parle des jeunes en Île-de-France. Donc, en 2017, mais le nombre de jeunes n'a pas changé, il y en avait 1,5 million à peu près, entre 16 et 25 ans, qui sont pour un tiers mineurs et 2 tiers majeurs à peu près. Donc, c'est quand même un nombre assez conséquent. Hein. On a une région qui est assez jeune. Et ces jeunes eux-mêmes, si on passe à la slide suivante, sont évidemment beaucoup en études, dans le milieu scolaire ou dans le supérieur, pour un tiers d'entre eux en emploi et le reste est évidemment réparti entre chômeurs et inactifs. Donc ça, c'est les chiffres évidemment avant crise, puisque ça sort du baromètre INSEE, mais déjà on voit qu'à ce moment-là, on a une part de chômeurs chez les jeunes qui est quand même assez importante. Donc, si on n'arrive plus directement sur le taux de chômage, il est à 23,6%, donc ce qui est à peu près le double quand même de ce qu'on constate sur la population active au total, ce qui s'explique par beaucoup de raisons, évidemment, et qui est une réalité sur tous les territoires, mais qui font que toujours on a une action particulière sur l'emploi des jeunes. Plus précisément,
Sur la période récente, on voit, c'est la courbe en vert, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, donc de demandeurs d'emploi jeunes. Donc on voit ça oscille entre 65 000 et 75 000, bon an, mal an, selon la période de l'année, puisque évidemment on a des inscriptions un peu plus nombreuses selon les années, mais avec un pic, on le voit, extrêmement important très récemment, c'est bien l'effet de la crise sanitaire. Donc, on a une demande d'emploi des jeunes qui a augmenté de 15% sur les catégories ABC, contre 6,8% sur les actifs qui ne sont pas dans la catégorie jeune, donc c'est nettement plus marqué. Et en catégorie A, on a une hausse quasiment de 30% de la demande d'emploi. Donc, il y a eu vraiment un impact massif de la crise économique, du confinement sur les jeunes. Voilà. Une partie importante de ces jeunes, ça c'est assez spécifique à l'Île-de-France, est en quartier prioritaire de la politique de la ville. Du coup, on retrouve dans le plan quelques actions qui sont ciblées plus particulièrement sur les QPV, mais ça c'est pas un effet évidemment particulier de la crise. La part importante de QPV dans la population des jeunes franciliennes. Du coup, pour en arriver plus précisément sur le plan, le volet jeune du plan de relance, donc il a été annoncé en avance de phase par le Premier ministre fin juillet. Il s'appelle « Un jeune, une solution ». Il a été annoncé tout de suite parce qu'il y avait quelques mesures, et j'y reviendrai, notamment sur les aides à l'embauche, où le gouvernement a souhaité donner de la visibilité en avance par rapport au reste du plan de relance qui était moins abouti, pour que les employeurs puissent s'en saisir dès le mois de juillet et dès le mois d'août. Plus précisément, ce plan il est ambitieux, 6,5 milliards sur les 100 milliards au total du plan de relance. Alors, vous pouvez dire que ce n'est pas tant que ça, mais enfin, les 93,5 autres milliards, c'est un soutien à l'économie qui bénéficie aussi aux jeunes. Donc, il y a vraiment un effort particulier de 6,5 milliards qui est porté. On ne vous entend plus. Vous ne m'entendez plus? Là, c'est par intermittence, mais là, ça... Allez-y. Là, ça va. Là, on ne vous voit plus bouger, donc il y a peut-être une suspension de connexion. Moi, je ne vous entends plus, je n'ai plus de liaison. Christine, toi, tu... Monsieur Agou. Moi non plus, j'ai plus de son. On n'a plus alors, rien. vous m'entendez bien avant de fermer. Oui, je crois que c'est juste la connexion de Monsieur Le Bercher qui est défaillante. Qui est figée. Ah, je crois qu'il revient vers nous. Il est toujours immobile. Monsieur Le Bercher. Bon, voilà. Pour ceux dont c'est la première expérience de Zoom, on a Tout à fait. toujours des surprises, quelle que soit l'application, mais voilà, les connexions ne sont pas toujours évidentes. Alors, est-ce qu'il va nous revenir bientôt? Les participants continuent de nous rejoindre. De venir? Oui, 430. Donc, un peu de suspense sur, oui. voilà, je crois que sur la suite du plan. Parmi les questions qui sont demandées, donc effectivement, bien sûr, vous aurez le support et puis l'intervention est enregistrée, donc vous pourrez la voilà. Est-ce que vous nous entendez? Oui, maintenant c'est bien. Je suis désolé, on a une connexion instable. J'espère que ça ne se reproduira pas trop, sinon on risque de perdre un petit peu de temps. Donc, si je reprends un plan de 6,5 milliards spécifique sur les jeunes, c'est la seule population qui fait l'objet d'un plan spécifique dans le plan de relance. C'est vraiment une priorité du gouvernement. Un plan assez englobant, puisqu'on y retrouve un peu l'ensemble des questions emploi, avec à la fois une facilitation de l'entrée dans la vie professionnelle, c'est principalement des aides au poste, des questions d'orientation et de formation, renfort de formation des jeunes, et puis de l'accompagnement des jeunes éloignés de l'emploi, avec l'objectif d'arriver à 300 000 parcours, ce qui est une augmentation très substantielle par rapport au volume qui était prévu pour l'année 2020. Donc, plus particulièrement sur les... vous m'entendez?
Oui, très bien. Très bien. Plus particulièrement sur les mesures qui facilitent l'entrée dans la vie professionnelle. Donc, c'est principalement des aides à l'embauche. Donc, il y en a une nouvelle qui a été annoncée en juillet, c'est une compensation de charge de 4 000 €, une prime de 4 000 € à l'embauche pour tout jeune recruté entre le mois d'août 2020 et janvier 2021. Donc, c'est pour tout type de contrat de travail, pour tout type d'entreprise, avec quelques conditions, évidemment, qu'il faut être à jour de ses obligations déclaratives. Ce n'est pas cumulable avec d'autres aides à l'embauche. Et de ne pas remplacer un salarié qui, évidemment, aurait été licencié. Mais globalement, on a, voilà, vous embauchez un jeune, vous avez 4 000 €. Alors, la petite nuance qui n'est pas complètement neutre, c'est que formellement, la demande devrait pouvoir être faite à partir d'aujourd'hui à l'ASP, mais c'est bien pour des embauches rétroactives à partir du mois d'août. Donc, le pari de l'annonce fin juillet de cette mesure par le gouvernement, c'est qu'on a accéléré les embauches du côté des employeurs qui auraient voulu en bénéficier avant de faire la demande. Vous aurez noté qu'on a une fenêtre de tir qui est très courte, puisque c'est jusqu'en janvier 2021. Encore une fois, le plan de relance dans son ensemble, il est conçu comme une accélération. Donc, vous verrez qu'il y a pas mal de dispositifs qui ont une durée de vie assez courte. Ce n'est pas tant parce que on souhaiterait se mettre des contraintes improbables, c'est vraiment pour encourager une prise en main rapide par les employeurs de différentes mesures pour avoir un effet rapide et massif sur l'emploi des jeunes dans le quadrimestre qui arrive. Vous avez les coordonnées de l'ASP que vous pouvez évidemment diffuser aux employeurs qui le souhaitent. Deuxième mesure qui avait été annoncée en juillet, qui était connue dans son principe avant, c'est les aides à l'embauche des apprentis et des alternants. Le risque était que les entreprises ne voudraient plus recruter d'apprentis parce qu'elles étaient en difficulté ou qu'elles n'avaient pas de visibilité sur leur marché. Donc, le gouvernement a voulu renforcer fortement les aides à l'apprentissage pour assurer qu'on maintenait, voire qu'on développait encore par rapport à 2019, l'apprentissage et l'alternance qui était en forte croissance ces dernières années. Et donc, pour éviter de se retrouver avec des jeunes qui, dans la perspective de cette croissance, se seraient orientés vers l'apprentissage, mais malheureusement n'auraient pas de contrat. Donc, précisément, c'est des aides de 5 000 € pour les mineurs, 8 000 € pour les majeurs, sous quelques conditions qui sont assez simples. Globalement, c'est ouvert à toutes les entreprises, y compris les grandes, qui atteignent les seuils d'alternance réglementaire. Donc, les premiers chiffres qu'on a sur l'apprentissage sont assez positifs, ce qui laisse penser que ces mesures ont permis de soutenir le recrutement des apprentis dans les entreprises. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qu'on suivra de très près et on compte sur vous pour, lorsque vous faites de la promotion de l'apprentissage auprès des jeunes et des entreprises, vous puissiez faire connaître cette mesure pour faciliter, fluidifier les recrutements des apprentis. Il n'y a pas de démarche particulière à faire du côté des entreprises, c'est-à-dire que c'est les mêmes démarches qu'elles faisaient déjà pour bénéficier des aides à l'apprentissage préalables. Simplement, les montants sont forfaitisés et augmentés. Donc là, on a une mesure qui est simple et massive. Hors des aides au poste, on a le renforcement de dispositifs, disons, de préparation de SAS vers la vie active, donc 100 000 missions de service civique supplémentaires. Ça fait une augmentation substantielle par rapport à une base de 145 000. En Ile-de-France, ça fait 3 200 pour un total de 16 000. Donc, vous voyez, on est quand même à presque plus 20%. 2000 emplois FONGEP supplémentaires, 1000 en 2021 et 1000 en 2022. Voilà pour le volet entrée dans la vie professionnelle. Voilà, sur le volet formation. Donc, on a l'objectif qui est porté par le système scolaire et supérieur, donc du côté éducation nationale et enseignement supérieur recherche, d'augmenter le nombre de places qui sont proposées pour faire cours dans Parcoursup, avec un double enjeu qui est que d'une part, en 2019, on a eu un taux de succès au bac supérieur à ce qu'on avait les années précédentes, ce qui est sans doute une bonne nouvelle pour les bacheliers. Ça crée une tension évidemment supplémentaire sur Parcoursup qui était déjà
qui était déjà un peu tendu les dernières années. Et en plus, on va avoir des jeunes qui vont vouloir, faute de débouchés sur l'emploi, qui vont vouloir prolonger leurs études un peu plus longtemps. Donc, du coup, l'augmentation du nombre de places vise à répondre bien à ces deux questions en particulier. On va avoir aussi une augmentation du plan d'investissement dans les compétences. Donc, le plan d'investissement dans les compétences en Île-de-France, c'est une contractualisation entre l'État et le Conseil régional pour augmenter de 250 millions l'effort qui est en base à peu près de 200 millions sur la formation des demandeurs d'emploi du Conseil régional. C'est déjà très substantiel. On a une nouvelle augmentation qui est prévue dans le plan de relance sur laquelle on est en train de travailler avec nos collègues du Conseil régional. L'objectif de l'État, c'est de faire 15 000 parcours de formation supplémentaires pour les jeunes sur des métiers qui recrutent, des métiers en tension. Les métiers en tension, aujourd'hui, c'est principalement le BTP. C'était HCR dans la période actuelle, c'est sans doute un peu moins vrai, mais ça va être vrai dans les prochaines années, donc ça reste un investissement intéressant. Et puis, Excusez-moi, Monsieur Le Percher, je vous coupe. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert et qui nous fait profiter de sa communication. Merci. Excusez-moi. Un point qui ne vous concerne pas directement, mais qui est quand même assez important, je pense, à faire connaître, notamment, c'est que les barèmes de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle vont être revalorisés. Comme la façon substantielle n'a pas été depuis 88. Donc, pour les mineurs, c'est 200 € par mois et pour les jeunes, c'est 100 € par mois. Donc, ça, c'est quand même un argument, je pense, assez pour rendre le parcours de formation attractif auprès des jeunes. Le retour qu'on a des uns et des autres, c'est que globalement, les jeunes, notamment ceux qui quittent l'école de façon, disons, un peu prématurée, ce n'est pas forcément spontanément très partant pour retourner en formation. Le pari, c'est que cette revalorisation, au-delà de ses effets sur la consommation et puis le niveau de vie global, évidemment, des stagiaires de la formation, va renforcer l'attractivité de la formation professionnelle et du coup l'insertion dans l'emploi à moyen terme. Un nouveau programme qui s'appelle encore, c'est son nom de code, la route des possibles, je pense qu'il aura un nom officiel dans les prochaines semaines, porté par l'AFPA pour réinsérer vers l'emploi des jeunes qui sont sortis prématurément du cadre scolaire. Donc l'objectif, 35 000 décrocheurs de 16 à 18 ans avec un parcours de 16 semaines, disons, en dépaysement par rapport à leur contexte familial local, pour leur faire une découverte des métiers et les orienter vers de la formation, de l'emploi probablement un peu moins, mais avec un objectif de 70% de sorties positives, plutôt vers de la formation. Donc ça, c'est un programme sur lequel on pourra vous donner des précisions plutôt à partir de mi-octobre, puisque l'AFPA est en train de caler précisément les curseurs sur ce programme-là, et notamment la liste des territoires sur lesquels ils souhaitent le déployer le déployer en Île-de-France. Voilà, dernier point sur la formation, c'est les formations dans le secteur du sanitaire et du social, du soin en particulier. Donc ça rejoint évidemment les difficultés qu'on a pu constater dans les hôpitaux à la faveur de la crise sanitaire. C'est des difficultés qui préexistaient, l'attractivité de ces métiers-là et des tensions dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Donc, dans le cadre du Ségur de la santé, et ça s'est réinséré dans le plan jeune, puisque c'est plutôt des formations initiales qui sont visées, on a un objectif de 16 000 formations supplémentaires, 10 000 aides-soignants, 6 000 infirmiers dans les 5 prochaines années. Donc ça, c'est un travail qui est mené aussi, là encore, avec les conseils régionaux qui sont évidemment compétents pour organiser et financer ces formations-là. Avec un espoir de démarrer sur des volumes assez substantiels dès l'année 2021. Voilà. Des formations aussi aux certifiantes dans le numérique, puisque ça reste des compétences qui malheureusement sont encore rares et qui créent des tensions sur le marché du travail. Donc un renfort important là-dessus, notamment à travers la grande école du numérique, 20 000 nouvelles formations dès 2021. Voilà.
Sur les métiers d'avenir, on a un travail assez important qui avait d'ores et déjà été inscrit dans le PIC avec le Conseil régional. En 2021, on s'oriente vers une prime pour les stagiaires qui souhaiteraient, qui s'inscriraient, qui démarreraient une formation dans ces secteurs-là, donc en plus de la rémunération des stagiaires pour rendre ces métiers plus attractifs. Au-delà de ça, on a des formations supplémentaires dans le milieu universitaire, 10 000 dès 2020. Donc là, on travaille avec les rectorats pour essayer d'avoir une carte un petit peu plus précise sur laquelle on pourrait vous donner à voir, mais globalement, ça va être des possibilités supplémentaires en Parcoursup, avec l'objectif d'en faire encore 10 000 de plus en 2021, parce qu'on va avoir évidemment un effet retard sur les effets de la crise, merci du système de formation dans le supérieur. 16 500 places supérieures en CAP, supplémentaires en CAP et en BTS à la rentrée 2020. Là encore, on aura une carte précise dans les prochaines semaines. Et puis, plutôt en amont du service public de l'emploi, le doublement du nombre d'élèves bénéficiaires des cordées de la réussite, donc en milieu scolaire, pour atteindre 180 000 élèves. Voilà sur le volet orientation formation. Donc ça, c'est évidemment des outils qui sont à la disposition de tous les acteurs du service public de l'emploi pour orienter, essayer de motiver des jeunes sur la formation et puis motiver des employeurs à travers les aides à l'embauche. Donc, saisissez-vous-en. On a de grandes ambitions sur ces différents dispositifs et c'est bien évidemment à travers votre action de terrain qu'on pourra les réaliser. Sur l'accompagnement des jeunes éloignés de l'emploi, là évidemment on est sur le cœur de votre activité. Donc la principale nouvelle mesure en droit, si je puis dire, c'est le retour des contrats aidés marchands, spécifiquement sur les jeunes. Donc on a globalement une massification, une remontée du volume de contrats aidés qui, vous vous en souvenez, avait été assez fortement baissé en 2017 avec l'idée que l'économie marchait bien et que donc on avait moins besoin à ce moment-là de soutenir de l'emploi, disons, l'emploi aidé, de l'emploi un peu tampon. Évidemment, avec le retour d'une crise économique, ce besoin-là revient. Donc, les emplois aidés, globalement, sont remontés. Et surtout, avec un focus particulier sur les jeunes, avec une possibilité d'emploi aidé dans le secteur marchand. Donc, dès 2020, on a la possibilité au niveau national de faire 10 000 emplois pour les jeunes aidés dans le secteur marchand. Et en 2021, c'est là qu'on a la grosse augmentation en fait, du volume de contrats aidés. 50 000 contrats aidés CIE dans le secteur marchand et 60 000 contrats aidés à taux bonifié pour les jeunes dans le secteur associatif et sanitaire et social, comme vous le connaissez sur les PEC d'habitude. Donc, on a bien un renforcement des PEC, mais avec une catégorie spécifique, les PEC pour les jeunes, à un taux bonifié de 65%, c'est vraiment attractif pour les employeurs dans le secteur non marchand. Et en plus de ça, des contrats aidés réservés aux jeunes dans le secteur marchand à un taux d'aide de 35%. Donc un taux d'aide moindre, mais vu des entreprises, quand même, une aide assez substantielle. Donc ce qu'on est en train de boucler, et ça on le diffusera assez largement dans les réseaux dès qu'on l'aura, c'est le petit calculateur, si je puis dire. Oui, je suis de retour, vous m'entendez? Je suis désolé, on a vraiment des problèmes techniques. Donc, je disais, on va vous mettre à disposition, dès qu'on l'aura finalisé, un calculateur pour les entreprises pour qu'ils puissent faire des simulations en fonction des
de la situation du jeune pour trouver l'aide qui est la plus adaptée. Parce qu'effectivement, elles ne sont pas cumulables et elles peuvent être, selon les cas, plus ou moins intéressantes. Donc, pour vous aider à rendre ça lisible, nous sommes en train de préparer un simulateur. La garantie jeune et le PASSEA, donc là les mesures d'émission locale, une grande ambition, c'est vraiment l'outil principal avec l'AIJ sur lequel Pôle emploi viendra, d'accompagnement des jeunes sur la période, puisqu'on va avoir évidemment beaucoup plus de jeunes sans solution dans les mois qui arrivent. Donc en 2021, 50% de places de garantie jeune supplémentaires, ça fait 150 000 au total. Donc aujourd'hui, on a grosso modo une douzaine de milliers de places, hein, donc sans qu'on ait la répartition précise des moyens et des objectifs pour l'Île-de-France, on peut s'attendre à une augmentation de 50%, ce qui est une marche assez importante, évidemment, pour l'ensemble du système des missions locales, puisque la garantie jeune est, et vous le savez mieux que moi, un dispositif assez exigeant en termes d'accompagnement, mais c'est vraiment sur l'accompagnement de qualité à travers de la garantie jeune que le gouvernement a souhaité mettre, si je puis dire, le paquet dans le plan de relance. Donc une grande ambition sur ce sujet-là. Le PASSEA, un objectif en nombre de PASSEA assez important aussi, en forte hausse, hein, 80 000 PASSEA supplémentaires, encore une fois au niveau national, avec, c'est écrit en bas de l'écran, vous ne l'aurez pas raté, une enveloppe prévue au niveau national, encore une fois, on n'a pas la répartition entre régions, de 100 millions d'euros en renfort des crédits des missions locales pour l'année 2021, ce qui, comparé au socle, fait quand même une augmentation sur cette année-là de 50% des crédits pour vous permettre de porter un effort massif et rapide sur la garantie jeune qui permet, encore une fois, de faire un accompagnement de qualité des jeunes qui viennent dans les missions locales. Peut-être, Jérôme, un point sur vos actions. Oui, je vais juste rajouter quelques mots en complément. Merci, Benjamin. Tout d'abord, je voulais signaler, enfin revenir sur l'ambition du plan. On voit vraiment que là, on a affaire à un plan qui est particulièrement ambitieux, qui est doté de moyens très importants. Moi, je voudrais d'abord faire remonter le principe que je pense que dans cette période, ça va être très important de travailler sur la coopération et la coordination entre les différents dispositifs que vous avez présentés et que vous allez encore présenter par la suite. Parce que là, on a vraiment un enjeu de travailler sur la complémentarité de toutes ces propositions qui vont émerger, plus que sur des phénomènes de concurrence qui seraient vraiment contraires à l'esprit de ce plan et de ce qu'on pourrait faire pour les jeunes. Donc, je crois qu'on a vraiment un enjeu en termes de coordination avec les acteurs du service public de l'emploi. Et juste pour compléter vos propos de tout à l'heure, le dispositif de l'AFPA finalement s'appelle la Promo 16-18. Il sera lancé dès le mois prochain sur le 93 et le 78, dès le mois d'octobre et ensuite en novembre dans le 77 et le 95. Avec des premières expérimentations qui vont avoir lieu. Donc, sur les actions du réseau des missions locales, je pense qu'on a des objectifs à très court terme qui sont de déjà mobiliser le réseau dans la limite, bien sûr, des conditions sanitaires du moment pour répondre aux demandes des jeunes qu'on va augmenter. On sait qu'on va être de plus en plus sollicité, il faut qu'on soit présent à ce rendez-vous. Bien sûr, on a des actions qui vont avoir lieu dans les prochains mois. On a lancé la semaine dernière une campagne de communication. Excusez-moi, on a du mal à vous entendre parce que le son est de très mauvaise qualité. Je suis désolée. D'accord. On a essayé de vous l'écrire. Oui, je vais essayer de parler peut-être plus fort et plus lentement. Donc, on a lancé dès la semaine dernière une campagne de communication à destination des jeunes et de leurs parents sur différents réseaux sociaux. On a des premiers retours qui montrent que c'est relativement suivi et que ça peut nous apporter des choses intéressantes.
On a ensuite des objectifs de communication à destination de notre réseau et de formation, notamment des conseillers sur les dispositifs d'accompagnement d'aide à l'emploi et les dispositifs de formation qui s'ouvrent, et donc de réaliser cette animation régionale. On espère qu'on pourra tenir notre événement de la semaine prochaine dans le cadre du Salon Paris pour l'emploi, où là encore on a prévu un événement à destination de notre réseau d'entreprises sur la communication et l'explication des mesures qui ont été présentées par Benjamin Lepercher. Mais ensuite, on voit bien qu'à moyen terme, enfin à l'horizon de 2021, on aura vraiment la question de l'augmentation des dispositifs, la marche à passer au niveau de la garantie jeune qui pose beaucoup de questions pour le réseau en termes d'organisation. Effectivement, on voit que des moyens sont prévus, des moyens financiers. Et là, on doit trouver comment résoudre toutes les contraintes techniques qu'on rencontre, notamment en termes de locaux, de trouver les espaces où mener ces garanties jeunes, et en termes notamment de ressources humaines, comment recruter et former à échéance aussi courte les conseillers qui pourront accueillir la garantie jeune. Donc voilà, ça va être le but de l'animation au niveau régional sur ces questions dans les prochains mois. Jérôme, excusez-moi d'intervenir, mais effectivement, il y a un très fort grésillement sur votre connexion, ce qui gêne les participants. Et je pense que c'est vraiment lié à votre connexion, parce que tout à l'heure, ça fonctionnait bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? De toute façon, j'ai fini mon intervention, donc peut-être qu'on pourra répondre à des questions. Oui, et là, il n'y a plus de grésillement, dommage. Voilà. Monsieur Lepercher. Merci Jérôme. Effectivement, on a de grandes attentes vis-à-vis des missions locales. On a bien conscience que les ambitions, notamment sur les garanties jeunes, sont hautes, mais vraiment, on a beaucoup de public. On l'a vu avec la très très forte hausse des demandeurs d'emploi depuis le mois de juin sur les jeunes. Donc, on va avoir beaucoup de public qui va chercher des solutions. Est-ce qu'ils viendront spontanément dans les missions locales? Je n'en doute pas. Si ce n'était pas le cas, il faudra évidemment que les uns et les autres les orientent chacun sur leur dispositif. Pour l'employé prendre sa part, on y arrive tout de suite. Mais vraiment, les accompagnements de qualité de la garantie jeune sont le dispositif sur lequel le gouvernement vous attend. Et j'ai pour ma part bien conscience de toutes les questions opérationnelles que ça pose. Et donc, on a commencé à y travailler avec le réseau des missions locales depuis la semaine dernière pour essayer d'anticiper au maximum et de faire en sorte que dès 2020, on puisse augmenter le rythme et le volume sans sacrifier sur la qualité des accompagnements, parce que vraiment, le choix qui a été fait, c'est l'accompagnement qualitatif et soutenu, et pas simplement inscrire, mais c'est vraiment accompagner dans la durée et avec de la qualité pour trouver des solutions pour un maximum de jeunes. Voilà, de grandes ambitions et encore une fois, des moyens substantiels que j'espère nous pourrons mettre en œuvre assez vite pour ne pas perdre de temps. Merci d'avance. Du côté Pôle emploi. Côté Pôle emploi. Oui, alors peut-être pour Pôle emploi resituer, alors je vais pas revenir sur le contexte économique puisque ça a été bien partagé, resituer pour nous ce que ça signifie, c'est-à-dire on va avoir, on le sait, un nombre croissant de jeunes à accompagner, jeunes demandeurs d'emploi qui vont arriver avec des situations diverses. Ça a été explicité aussi tout à l'heure et il y aura plusieurs mesures qui vont être mises à disposition ou amplifiées. On sait que les gens vont arriver avec des niveaux de formation qui vont être différents, avec un travail sur le projet professionnel qui va être aussi à des niveaux d'avancement différents, et également une autonomie qu'il va falloir aussi diagnostiquer, regarder, et les conseillers vont avoir un rôle vraiment important d'accompagnement et de pouvoir mobiliser l'ensemble des mesures qui sont à disposition. Je pense aussi qu'il est important de repréciser qu'on se situe dans un plan qui s'appuie pour nous essentiellement sur des mesures qui existent déjà. Je le dis aussi pour les réseaux parce que ça, je pense que c'est important de repérer qu'on a déjà pas mal de choses qui existent.
et qui, comme je viens de le dire, soit sont renforcées, soit sont amplifiées. Après, on a un enjeu, il est évident, on a une diversité de services qui sont possibles et mobilisables. On va avoir un enjeu de pouvoir construire très vite, et c'est déjà en cours, une cartographie de services, toutes les aides qui vont être possibles pour identifier les besoins, puisque c'est bien là que ça va se jouer aussi dans la période d'accueil et d'accompagnement. Donc, pour pouvoir se saisir au plus vite des leviers qui sont à notre disposition, mais je le redis, il y a déjà pas mal de choses existantes. Dans ce qui est existant, peut-être si on revient sur le slide juste précédent, dans la contribution de Pôle emploi sur le plan, donc c'est bien d'identifier et d'orienter les jeunes demandeurs d'emploi vers les offres de services, y compris des partenaires, lorsque leurs besoins le justifient. Donc ça, c'est tout l'enjeu, et je rejoins ce que Jérôme Boilat a indiqué, c'est tout l'enjeu de pouvoir se coordonner et de travailler ensemble, et on a déjà des bonnes bases qui permettent de le faire. Et notamment avec les missions locales, via le suivi délégué pour les jeunes avec des difficultés d'insertion sociale et la promotion du PACEA et de la garantie jeune. Donc ça, c'est des choses qui existent, qui seront amplifiées. Augmenter le nombre de bénéficiaires de l'accompagnement intensif jeune, c'est également un des axes prioritaires sur lequel nous sommes d'ores et déjà mobilisés. Favoriser la prescription des contrats aidés d'eux-mêmes. Nous sommes mobilisés dessus depuis déjà longtemps et on continuera donc avec le réseau de se mobiliser. Mobiliser les formations, on en a parlé tout à l'heure, avec des moyens supplémentaires qui vont être mis à disposition dans le cadre du PIC. Je voyais dans le fil de discussion qu'il y a déjà des questions qui se posent, mais on verra tout à l'heure mais qui rejoignent ce que je viens d'expliquer, c'est comment on va pouvoir se repérer et mobiliser les dispositifs les uns et les autres pour éviter soit d'avoir de la concurrence entre les dispositifs, soit des difficultés à s'en saisir. Donc ça, c'est tout l'enjeu qu'on va avoir à mener ensemble pour bien repérer quels sont les leviers et pour pouvoir bien se coordonner pour travailler ensemble. Être le relais d'information des mesures auprès des jeunes et des entreprises, puisqu'on a une volonté vraiment qu'aucun jeune et aucune entreprise ne soit laissé à l'écart de ce plan et de la démarche. Donc ça, c'est vraiment des enjeux aussi de communication et d'accompagnement, et je n'oublie pas les entreprises dans ce plan. Et donc, peut-être si on se fait une focale sur l'accompagnement intensif jeune, donc l'accompagnement, il est réservé, c'est un accompagnement professionnel réservé aux jeunes ayant des difficultés d'insertion sur le marché du travail sans être entravés par des freins périphériques à l'emploi qui nécessiteraient un accompagnement social pour les lever. Je pense que c'est important aussi de le rappeler, même si le dispositif est déjà connu au sein de notre réseau. Je parlais de renforcement de capacité d'accueil, un doublement de la capacité d'accueil en accompagnement intensif jeune. Donc ça, c'est ce que nous sommes en train de préparer avec l'ensemble des 8 départements d'Île-de-France et donc les directions territoriales de Pôle emploi. Dans le cadre de l'accompagnement intensif, ce qu'on peut retenir, c'est des entretiens réguliers, des contacts fréquents avec un conseiller qui est dédié à cette activité. Également un enjeu d'éviter un double accompagnement au titre du CEP, avec des principes. Un jeune en PACEA n'a pas vocation à être accompagné dans le cadre de l'accompagnement intensif jeune de Pôle emploi. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir et de repréciser les choses au fur et à mesure. Voilà, je voulais pas. Et le PACEA, dont la garantie jeune, mais on vient d'en parler, est un accompagnement global proposé aux jeunes éligibles afin d'accéder à l'autonomie. Donc après, je pense que sans aller plus loin, je pense qu'on répondra aux questions qui peuvent se poser par les uns et les autres. Merci. Monsieur Lepercher. Merci beaucoup. Donc effectivement, les attentes sur Pôle emploi sont très importantes aussi. On voit bien qu'on va avoir une population de jeunes, encore une fois, assez diverse entre ceux sur lesquels on avait priorisé historiquement notre action, voire ceux qu'on allait chercher, les invisibles, l'élite, etc. Là, on vise aussi, c'est un peu une nouveauté de ce plan, compte tenu de la situation particulière, des jeunes décrocheurs du supérieur, des jeunes qui n'ont pas trouvé de solution dans Parcoursup, etc., qui ne sont pas, disons, les cibles principales de l'accompagnement spécifique qu'on pouvait avoir sur les jeunes avant. J'imagine, mais peut-être que c'est un peu rapide, qu'un certain nombre de ces jeunes-là se tourneront plus spontanément vers Pôle emploi
Et donc, les attentes de ce côté-là sont évidemment très fortes aussi. Voilà. Un rappel, vous connaissez, pour ceux qui sont concernés, évidemment, le PRIJ, le plan régional d'insertion des jeunes. Donc, ce plan, il existe depuis quelques années maintenant. Il avait été renforcé de façon assez importante depuis la fin de l'année 2019 avec des crédits du plan d'investissement dans les compétences. Évidemment, il se prolonge. Évidemment, il change un petit peu sa façon de travailler sur le terrain compte tenu de la nouvelle situation économique en particulier. Il préfigurait quelque part l'obligation, enfin un des volets de l'obligation de formation pour les 16-18 ans. Donc c'est une spécificité francilienne qu'évidemment, sur laquelle évidemment on souhaite capitaliser pour construire une démarche globale et territorialisée. Donc, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de nouvelles mesures que j'ai pu présenter avant qu'on a oublié le PRIJ, bien au contraire. Le PRIJ, ça va être un moyen pour, en tout cas, une fraction des jeunes qui n'est pas celle dont je viens de parler, pour la fraction des jeunes les plus éloignés de l'emploi, de faire le lien entre le repérage et toutes les nouvelles possibilités qui sont offertes par les renforts de crédit. Dernier sujet qui rejoint celui du PRIJ, c'est plus spécifiquement les QPV, enfin, généralement les QPV, parce que le PRIJ, c'est dans les QPV, mais pas tous encore, les emplois francs. Donc, les emplois francs existaient, ils continuent à exister. Si vous avez fait un calcul rapide, vous aurez bien vu qu'on a du coup une compétition, si je puis dire, entre une embauche de jeunes et un emploi franc. Ce qui se dessine, on attend un décret de façon imminente, c'est un emploi franc plus pour les jeunes, c'est-à-dire ceux qui cumulent les deux conditions, jeunes et en QPV, rendent leur employeur éligible à une aide à l'embauche très, très bonifiée. Donc vraiment, il y a un effort spécifique qui sera fait sur les jeunes en QPV. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisque le décret n'est pas sorti, mais ça va venir très vite. Et ce sera, j'espère, un moyen de rendre l'ensemble, encore une fois, plus visible pour les employeurs, parce que finalement, pour les employeurs de jeunes en QPV, c'est vraiment cette aide-là, plutôt que l'emploi franc classique ou l'aide à l'embauche. On peut se poser des questions avant. Là, on aura vraiment une aide ciblée pour ce cas-là. Et puis, qui vous donnera un outil, pour le coup, vraiment, je pense, financièrement très attractif pour essayer de lever ce double frein à l'embauche, qui est aujourd'hui d'être jeune en période de contraction économique et puis de façon plus générale d'habiter un QPV. Dans les mesures classiques que vous connaissez, il y a évidemment l'IAE. On a spontanément, si je puis dire, un volume de jeunes assez substantiel dans l'IAE, un peu moins de 20% en Île-de-France. Dans les objectifs de renfort de l'IAE qui restent, ceux qui étaient prévus dans le cadre du plan pauvreté depuis 2018, n'ont pas été réévalués. Par contre, il y a une part de jeunes qui est souhaitée, qui est un peu plus importante. Donc, on va faire un effort, nous, vis-à-vis des structures de l'insertion par activité économique, pour qu'elles fassent un effort particulier vers les jeunes, ce qui vous permettra à vous de proposer des expériences professionnelles dans l'IAE plus facilement pour les jeunes. Voilà. Dernier sujet, on souhaite vous outiller aussi, vous aider donc avec des supports, des actions de communication. Donc Jérôme, on a touché un mot pour l'action de la RMS sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui évidemment est très itératif. Vous l'avez compris, ce plan il a été annoncé en juillet. Il est en cours de bouclage. On voit les mesures qui arrivent au fur et à mesure. Donc je vous ai promis quelques outils qui ne sont pas encore arrivés. Donc on va avoir un kit qui va se développer dans les prochaines semaines. D'ores et déjà, on a plusieurs outils. Et en tout cas, on a bien un objectif de faire une campagne de promotion assez importante avec deux cibles, les chefs d'entreprise ou les employeurs au sens large, puisque on a bien des employeurs publics ou associatifs pour les contrats aidés. Et puis, évidemment, une cible jeune et leurs parents,
pour faire connaître notamment les relais que vous êtes, vous, conseillers du service public de l'emploi. Donc, la campagne vis-à-vis des employeurs, elle a démarré depuis le 17 septembre. Donc, on a fait des insertions dans la presse quotidienne régionale, en particulier Le Parisien, qui est assez lu des chefs des petites entreprises, en tout cas qui est très lu globalement. Des insertions dans la presse professionnelle, ça c'est du classique. Des réseaux sociaux et puis du référencement payant pour rendre les possibilités ouvertes par le plan de relance visibles sur les moteurs de recherche. On est en train de construire des vidéos de chefs d'entreprise et plus généralement un kit de communication pour les équipes de communication des différents partenaires et notamment vous. Donc, vous aurez avec vos équipes com évidemment à disposition de façon itérative. Encore une fois, on construit en avançant toute une série de dépliants, de guides, de simulateurs, de présentations qui vous permettra de rendre les nouvelles mesures et les nouvelles ambitions plus lisibles. Pour ce qui est des jeunes et des parents, sur le site du ministère du Travail, on a un moteur de recherche destiné aux jeunes pour s'orienter parmi les différentes mesures selon son âge, son niveau de qualification, ce qu'on cherche, le poste qu'on a trouvé, quelles sont les aides éligibles, quelles sont les possibilités. Et puis, évidemment, vu la cible, une campagne digitale très importante pour faire connaître ce moteur de recherche et que les jeunes et leurs parents puissent finalement s'autonomiser un petit peu sur ce sujet-là, ce qui, je pense, ne vous enlève rien, évidemment, dans votre rôle d'accompagnement, mais c'est vu comme complémentarité pour ceux qui souhaiteraient se renseigner avant de venir vous voir ou qui seraient assez autonomes pour ne pas avoir spontanément besoin de vous. Donc voilà, vous avez quelques exemples sur la slide suivante. Et j'espère qu'on saura vous fournir l'ensemble des éléments dont vous avez besoin assez vite. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des besoins particuliers à les faire remonter via les réseaux. On est en cours de construction de l'ensemble de ces outils. Je reviens une seconde sur un outil qui n'existe pas encore, mais qui sera très utile. C'est vraiment le simulateur pour les chefs d'entreprise. Lorsqu'elles recrutent un jeune, un apprenti, quelqu'un de QPV, etc., qui puisse faire un petit peu selon le type de contrat, selon les caractéristiques, disons les critères du jeune, son âge, sa localisation, etc., une simulation pour voir quelle est l'aide la plus adaptée à son cas. Voilà pour la présentation. Je crois, Michel, qu'on arrive à un temps de questions. Oui, alors écoutez, merci beaucoup parce que vous avez été effectivement suffisamment concis et clair pour qu'on ait peut-être un peu plus de temps pour traiter les questions. Alors, je vais quitter le diaporama pour pouvoir vous retrouver et puis avoir peut-être une visibilité sur les questions qui sont posées. Alors, et que normalement, on devrait… Pardon, j'ai un petit souci, Christine, je ne vois pas les questions. Alors, je veux bien peut-être que tu t'en fasses le relais. D'accord, moi je peux faire… Ah pardon, excusez-moi, ça y est, je les ai. Alors, le flyer, les tracts, on en a parlé. Par contre, là, je crois que j'ai les questions telles qu'elles arrivent et peut-être que vous en avez fait une sélection, Christine et moi, Sébastien. J'ai une sélection, mais peut-être Sébastien avait déjà repéré quelques… Alors, Sébastien m'a fait passer une question sur le cumul des aides à l'embauche, qui je pense c'est effectivement une bonne question. Donc, les aides telles que je vous les ai présentées ne sont pas cumulables. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler une aide parmi celles que je vous ai écrites, les aides à l'embauche, avec une autre aide dédiée à l'emploi ou à l'insertion fournie par l'État. Par contre, c'est cumulable avec les aides, pour ainsi dire, de droit commun, celles de l'AGFIP, celles de Pôle emploi, les aides que fourniraient les collectivités, et puis évidemment, mais ça va peut-être mieux en le disant, les réductions générales de cotisation, CCE ou autres.
Mais les aides, les différents dispositifs d'aide à l'embauche tels que je vous ai décrits ne sont pas cumulables. D'où l'importance du simulateur pour trouver, selon la situation, l'aide la mieux adaptée. Ce n'est pas cumulable avec les emplois francs, je vous l'ai dit, il y a un dispositif emploi franc plus qui visera spécifiquement les jeunes. Voilà. Une autre question, Christine? Moi, j'ai une Sébastien? petite question pour les missions locales. Un grand souci, semble-t-il, du côté des conseillers pour s'occuper des décrocheurs et comment, par exemple, avoir accès aux décrocheurs qui ne sont pas suivis ni dans les missions locales ni auprès de Pôle emploi et en lien sans doute avec ce que vous avez présenté du parcours AFPA qu'on est tous en train de découvrir. Est-ce que vous avez quelques informations? Alors, sur le suivi des décrocheurs, c'est un sujet qui est récurrent. À chaque année, on se pose la question. On progresse à chaque année, ce qui est positif. Pour 2020, on a une ambition évidemment très importante, puisque sans que j'ai de chiffres à ce stade, il est probable qu'il y ait eu beaucoup de décrocheurs à la période du confinement, où les jeunes n'allaient plus au lycée ou au collège d'ailleurs. Et donc, du coup, il y a un travail particulier qui est fait avec les rectorats pour essayer d'aller plus vite cette année qu'on y allait les années précédentes. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire que ce sera parfait en 2020. Je pense qu'on fera des progrès substantiels par rapport aux années précédentes. En tout état de cause, c'est vraiment un public important. D'où l'intérêt de travailler, entre guillemets, dans l'autre sens, via des dispositifs comme le PRIGE, pour aller les chercher le plus rapidement possible si on n'a pas réussi malheureusement à trouver une continuité entre l'éducation nationale et le service public de l'emploi. Ok, j'avais une petite question pour Pôle emploi. On a enfin, demandé à un moment, mais je pense que vous avez quand même bien répondu, Sandrine, les renforts sur l'AIJ concrètement, comment ça va se passer. Du coup, je la relie à une autre question qui demandait est-ce que, par exemple, toutes ces mesures sont territorialisées, c'est-à-dire qu'on a des chiffres qui vont s'adapter pour chaque département, par exemple? Alors, peut-être sur la question des renforts, effectivement, j'ai parlé, moi, de capacité d'intervention renforcée. Donc, je disais qu'on y travaille déjà depuis même cet été. Donc, après, vous dire comment ça va se traduire en termes de renfort sur le dispositif lui-même, là, je ne peux pas vous répondre au moment où on parle, puisqu'on est en train de le préparer, tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi l'affaire aussi bien de tous, c'est-à-dire la capacité de pouvoir accueillir de nouveaux bénéficiaires dans l'AIJ, mais c'est aussi la capacité d'intervention en direction des entreprises. Donc, c'est vraiment le sujet sur lequel on a travaillé cet été et sur lequel on a déployé l'organisation. Donc, dès qu'on aura des éléments, on pourra en dire plus au réseau notamment qui, effectivement, doit poser la question dans le fil de discussion. Moi, ce que j'ai repéré dans le fil de discussion, c'est aussi beaucoup de questions sur les cumuls possibles de dispositifs de rémunération ou même de recours aux dispositifs eux-mêmes. Et je pense que ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, la nécessité de pouvoir cartographier les services, de pouvoir cartographier et outiller sur les diagnostics et pouvoir se saisir de toutes les opportunités qui seront à disposition sur les territoires. Après, sur la question de la territorialisation, bien après, il y a des échanges qui s'organisent et qui vont se poursuivre sur les territoires, qui vont se traduire à un moment donné dans les actions chiffrées, si c'est notamment une des questions qui était sous-jacente. Oui, peut-être Sandrine, si vous me permettez, en complément sur la question de territorialisation, on a vraiment un objectif important qui nous est donné à nous, État, d'avoir une déclinaison au plus près du territoire de ce plan-là. Donc, concrètement, à court terme, ça veut dire qu'on fait des réunions de coordination du service public de l'emploi au niveau départemental, au niveau infra-départemental probablement assez vite derrière. On réunit aussi les élus locaux, les employeurs, enfin les représentants des employeurs plutôt, pour essayer de voir quelles priorités
pour les jeunes sur chacun des territoires de France pour ensuite effectivement décliner les possibilités, les moyens et les objectifs au plus près des territoires en fonction des ambitions qu'on se donne pour les jeunes du territoire. Donc ça viendra probablement dans un second temps, dans les semaines ou les mois qui arrivent pour 2021. Si je peux continuer, donc pour les missions locales, des questions sur est-ce qu'il y a bien une communication nationale pour promouvoir le réseau des missions locales, notamment sur le territoire francilien? Donc effectivement, s'il faut faire connaître on sent que derrière, hein, si on veut faire connaître l'appui du réseau, on a cru comprendre qu'il y a une communication. Est-ce qu'elle sera mise en œuvre au niveau francilien? Alors, la communication qui est mise en œuvre, c'est au niveau francilien, effectivement. On a des liens aussi avec le national pour essayer de mettre en place une communication nationale sur l'image des missions locales. Mais pour le moment, on est dans la première étape de notre plan de communication et on communique que sur l'Île-de-France sur la base de la campagne qu'on a développée en interne au sein de la RML. D'accord. Et peut-être pour faire, et après je redonnerai la parole à la directe, on a eu plusieurs questions quand même sur effectivement un grand souci de bien articuler les mesures. Puisque en fait c'est l'intelligence du plan, c'est de reprendre l'ensemble des mesures et de montrer que chaque jeune devrait pouvoir y trouver une solution. Effectivement, des questions quand même assez pointues sur le PACEA, la garantie jeune et certaines mesures avec des propositions. Est-ce qu'on pourrait mieux lier apprentissage et garantie jeune? D'un autre côté, AIJ et garantie jeune. Est-ce que, voilà, comment vous voyez les réponses et ces articulations qui posent question, semble-t-il, dans le fil de la discussion? Alors, les dispositifs sont pour un certain nombre d'entre eux non cumulables en droit. Hein, c'est le cas des aides à l'embauche, j'y reviens pas. Pour d'autres, il faut trouver des articulations. Est-ce que c'est en même temps qu'on est apprenti et suivi en garantie jeune? Dit comme ça, j'ai des doutes. Ça peut peut-être être pertinent dans certains cas que je n'imagine pas, mais ce qu'il faut construire, et c'est peut-être là que votre intelligence est la plus utile, elle est très, très certainement utile en général, mais c'est vraiment finalement qu'est-ce que vous arrivez à construire comme parcours sans vous marcher sur les pieds les uns des autres. Donc, par exemple, le double accompagnement en AIJ et en garantie jeune, ça voudrait dire que le jeune, il est à la fois à Pôle emploi et à la mission locale. Spontanément, je ne vois pas un intérêt spectaculaire à ça. Peut-être qu'il y a des cas où ça pourrait être intéressant, ce n'est pas comme ça que le plan est conçu. Par contre, qu'on ait des transferts d'un dispositif à l'autre, des SAS, des constructions de parcours, c'est évidemment dans une temporalité très certainement intéressant. Donc là, vous avez une palette d'outils assez large, assez complète. On va essayer de vous donner un maximum, disons, de règles de non-cumul, mais celles-là, elles sont assez simples, elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais disons, ce sera à vous de construire, en fonction du jeune, un parcours qui sera cohérent. Peut-être que ça peut commencer par du PACEA, puis de la garantie jeune, puis, si le jeune est intéressé, première action de formation, et puis un peu après, l'apprentissage. Voilà, ça, c'est vous qui saurez construire ce parcours-là. Si on voit des choses qui se dégagent, des parcours types ou des points sur lesquels il faut qu'on trouve une articulation un peu standard, évidemment, on sera preneur de ce retour-là pour soit le faire savoir, le promouvoir, soit s'il y a un point de droit, essayer de lever les freins qui vous empêchent de construire un parcours fluide. Merci, Sébastien. Une dernière question sur les jeunes diplômés. Manifestement, on a dans les participants des questions sur les jeunes du supérieur, les jeunes diplômés, le rôle de l'APEC. Est-ce que effectivement, ce sont des réponses aussi, hein, je crois, dans le plan jeune? Alors, pour les jeunes très diplômés, évidemment, on reste sur un fonctionnement classique. Donc, le marché de l'emploi est beaucoup plus tendu pour y entrer qu'il ne l'était il y a encore un an.
Donc, on a des jeunes qui, malheureusement, ont un master et qui, spontanément, auraient trouvé du travail il y a un an et aujourd'hui ne le trouvent pas. Donc, on a une difficulté un peu plus importante. On va, je pense, avoir aussi beaucoup de jeunes, des bacheliers ou du niveau plus 1, plus 2, plus 2,5, disons, qui vont se trouver sans solution, sur lesquels je ne suis pas sûr que la PEC soit le plus pertinent. Donc là, vous aurez toute votre place. C'est vrai que c'est un public peut-être qui va arriver en masse plus importante. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend que ce que vous avez l'habitude de voir. Les outils qui sont proposés leur sont ouverts, et notamment l'aide à l'embauche est vraiment conçue pour tous les jeunes et notamment pour ceux qui sont employables, parce qu'on n'imagine pas qu'un employeur, simplement parce qu'on lui donne 4 000 €, aille embaucher un NEET décrocheur depuis 6 ans. C'est pas comme ça que ça marche, on le sait tous. Donc vraiment, les aides les plus horizontales, et notamment l'aide à l'embauche de jeunes, sont conçues pour faciliter l'entrée dans l'emploi de ces jeunes bacheliers ou diplômés des vraiment tout premiers niveaux du supérieur. Peut-être, si je peux me permettre, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur les PEC, les CIE et le prochain arrêté. Donc, je vous confirme qu'on a reçu hier soir la circulaire sur les PEC et les CIE. Et donc, nous sommes outillés maintenant pour produire un arrêté qu'on va prendre dans les tout prochains jours, qui précisera les taux d'aide pour les PEC de droit commun, les taux d'aide pour les PEC jeunes, qui sont a priori à 65%, et le taux d'aide pour les CIE, qui vous permettra du coup de réactiver les CIE, puisque aujourd'hui, dans l'arrêté actuel, vous ne pouvez pas le faire, a priori à 35%. Donc évidemment, dès que cet arrêté est pris, on le rediffusera dans les réseaux pour qu'ils arrivent sur le bureau, j'espère, de chacun des conseillers, que vous puissiez prescrire les uns et les autres dans la limite des moyens qui sont disponibles en 2020, qui ne seront pas spectaculairement supplémentaires que ceux qui étaient anticipés au début de l'année, mais surtout à partir de 2021, où là, on aura des volumes et des crédits importants, des PEC et des CIE pour les jeunes. Une question nous est posée sur et effectivement, je l'avais pointé, mais je l'avais mis dans ma liste, les engagements pris par les entreprises, mais je ne sais pas si vous pouvez avoir tout de suite la vision. Je sais que le MEDEF participait aussi à ce webinaire. Je sais qu'il y a un autre webinaire sur les entreprises. Donc voilà, je vous laisse peut-être la parole. Alors, globalement, une grosse part du plan est vraiment conçue pour soutenir le recrutement par les entreprises. Donc, évidemment, il y a de grosses attentes qui sont formulées à l'égard des entreprises en général. Donc, on a une action de mobilisation assez importante qui est prévue. On a déjà communiqué directement en général sur le plan de relance avec un plan spécifique sur le plan jeune à travers un webinaire organisé par le MEDEF que je remercie. On a un webinaire spécifique sur le plan jeune organisé par Défi Métiers la semaine prochaine. On va remobiliser aussi les entreprises qui s'étaient déclarées volontaires. Vous vous en souvenez peut-être, le plan La France une chance, l'entreprise s'engage, aussi appelé plan 10 000 entreprises, avec des clubs départementaux, territoriaux d'entreprises qui se déclaraient partants pour, de manière générale, faire des choses bien sur le champ de l'emploi. Évidemment, on va se retourner vers ces clubs-là qui existent avec des entreprises qui soient volontaires, en leur suggérant, en les invitant à faire un effort particulier sur les jeunes, puisqu'on a un certain nombre de mesures qui sont attractives. Donc l'enjeu, il est double. Pour ces entreprises-là, évidemment, se saisir des nouveaux outils, et puis à travers ces entreprises-là, à travers ces ambassadeurs-là, de mobiliser plus largement les entreprises dans les territoires. Donc ça, c'est une action qu'on va mener très rapidement aussi sur le mois d'octobre, de mobilisation dans les territoires des entreprises. Mais plus généralement, on a une grosse action de communication auprès de toutes les entreprises et notamment des petites entreprises et des artisans pour l'apprentissage, pour faire connaître les mesures qui, encore une fois, ont une durée de vie assez courte, pour avoir un effet rapide.
Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à la question des engagements. Ce n'est pas comme ça que le plan est construit. On espère un engagement un an. Un engagement au sens large plutôt que des engagements chiffrés de chaque entreprise, évidemment. Christine, une dernière question. En complément, juste signaler que nous sommes mobilisés aussi. Alors, nous avons des fédérations professionnelles qui nous ont contactés pour pouvoir mettre en place des villages. On a le village de l'industrie, le village du numérique. On a différentes actions sur lesquelles, bien évidemment, on met aussi une focale importante sur ce plan. Et on a d'autres acteurs qui nous sollicitent également. Et donc, tous les événements, on a mené aussi des places de l'emploi. Tous les événements seront bien sûr relayés avec le plan, en lien avec le plan. Christine, une dernière question? Oui, une dernière question peut-être plus large. Donc, pour vous dire que quand même au plus fort de votre webinaire, vous avez eu jusqu'à 475 participants, ce qui était quand même plutôt très honorable. Une forte représentation, bien sûr, des conseillers Pôle emploi et missions locales. Mais alors, je vois des petites questions des pôles jeunesse, de la PJJ. Peut-être effectivement rappeler que beaucoup d'acteurs aussi vont concourir à la réussite du plan aux côtés, bien sûr, de Pôle emploi et des missions locales. Est-ce que vous avez peut-être une vision un peu régionale, Monsieur Lepercher? Alors, oui, effectivement, on a centré la présentation beaucoup sur les actions emploi. Vous avez vu quand même qu'on avait une slide sur les services civiques, sur les FONGEP, sur d'autres mesures. Je n'ai pas pu les lister toutes. Hein. Vous avez, si vous avez un petit peu de temps, vous avez du mal à dormir, vous avez le bouclet complet du plan de relance avec 150 mesures. Il y en a une trentaine sur le plan jeune. Donc, évidemment, on ne les a pas listées toutes ici. On s'est concentré sur les plus emblématiques en volume. Par contre, il y a bien un enjeu de coordination vraiment au plus fin sur le territoire à trouver entre tous les acteurs qui s'adressent aux jeunes. Et évidemment, ça va très au-delà des conseillers missions locales et Pôle emploi. Donc, on compte sur l'ensemble des contacts des jeunes, y compris sur le monde associatif, y compris dans le domaine social, y compris dans le domaine judiciaire. C'est à mon sens vraiment des choses qu'il faut construire au niveau départemental, mais encore plus fin, hein, vraiment au niveau local, puisque c'est bien là qu'il va falloir trouver des solutions pour les jeunes. Donc, vraiment, on compte sur l'ensemble des acteurs qui sont en contact des jeunes pour faire connaître le plan, se saisir des mesures, orienter, repérer et travailler. Encore une fois, il y a un vrai enjeu, vous l'avez dit Jérôme, et vous l'avez dit aussi Sandrine, de coordination entre les intervenants. Je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on aura plutôt trop de jeunes que pas assez, donc on ne sera pas en compétition. Mais si on consacre tous nos efforts sur les mêmes jeunes, par contre, je crains qu'on en perde. Donc, il y a un vrai enjeu d'orientation, de fluidité, et ça, il va falloir qu'on le construise plutôt au sein de la directe avec nos unités départementales que vous connaissez tous, avec lesquelles vous êtes en contact plus régulier, mais dans les bassins d'emploi, vraiment au niveau local. Alors, nous avons aussi le service régional public de l'orientation et je pense que parmi les auditeurs aujourd'hui, on en a beaucoup qui vont, je crois, très facilement s'emparer de ce dispositif. On arrive, sauf Christine, si tu as… Oui, peut-être une dernière question, parce que je l'avais mise de côté, mais la personne revient et c'est quand même très important. Effectivement, parmi les mesures, c'est la place aussi des jeunes qui relèvent du handicap. Hein, donc, la prime sera… proposé pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans et donc maintenant c'est élargi à toute personne en situation de handicap sans limite d'âge. Donc là, une personne nous demande si toutes les mesures s'appliqueront sans limite d'âge dans le cadre du plan Un jeune, une solution pour un public handicapé. Alors, pour la prime à l'embauche de 4 000 €, c'est sans limite d'âge. Les autres sont bien conçus pour les jeunes. Parce que pour l'apprentissage des apprentis, donc c'est moins de 30 ans. Les emplois francs plus, c'est pour la cible jeune en particulier. Voilà, donc les autres ont une limite d'âge, mais en général, c'est soit parce que le dispositif auquel elle s'applique est limité en âge, soit pour l'apprentissage moins d'ailleurs. Hein, 26, ouais. Voilà. Donc effectivement, pour l'apprentissage, du coup, on a une ouverture
à hauteur du dispositif apprentissage en général pour les personnes handicapées. Pour les autres, en fait, c'est des renforcements spécifiques aux jeunes de mesures existantes. Donc, elles s'appliquent de la même façon pour les travailleurs handicapés. On a un webinaire qui est prévu spécifiquement sur la prime pour les personnes handicapées. Je voudrais apporter quelques précisions, en tout cas, sur ce que vous allez recevoir avant de conclure. Alors, dans le diaporama que vous allez recevoir, on essaiera de mettre un maximum de liens avec tous les supports qui ont été évoqués par Monsieur Le Percher, tous les documents qui pourront vous être utiles. Il y en aura d'autres après, donc là aussi, on vous fera passer la formation aussi pour notre part. Vous dire que ce webinaire, je l'ai dit tout à l'heure, va être rediffusé, vous pourrez le revoir, mais que surtout les questions qui sont nombreuses, et on en est vraiment tout à fait ravis, vont être exploitées comme il se doit, et on vous restituera des réponses. Il faut nous laisser un tout petit peu de temps, mais il n'y aura pas de questions qu'on laissera en stand-by, ça soyez-en sûrs. Il est évident que dans le contexte de temps qu'on avait, on ne peut pas y répondre, mais il y a vraiment beaucoup de questions intéressantes. Donc déjà, je voudrais remercier tous les participants. C'est vrai que là, on avait une audience assez extraordinaire et on est vraiment ravis que vous soyez venus ce matin. On avait la chance d'avoir en direct la directe, justement, et effectivement, la présentation de Monsieur Le Percher, que je remercie vraiment beaucoup, était très clair et vraiment, il a tenu dans un temps ce dont je n'étais pas sûre parce qu'il y avait tellement de sujets à traiter. Donc vraiment, bravo et merci. Merci aussi à Sandrine Hervé qui est intervenue pour Pôle emploi. Merci bien sûr à Jérôme Boila pour la RML et puis à Sébastien Agot de la Directe aussi qui nous a beaucoup aidé dans ce choix de questions. Merci à Christine, ma collègue, bien sûr. Et puis donc, vous allez être informés des prochains webinaires et là aussi, on vous donnera l'information, par exemple, à travers le diaporama. Voilà, un petit point de conclusion, Monsieur Le Percher. Vraiment un grand merci à tous. Vous l'avez compris, c'est vraiment un plan qui est ambitieux. Il y a de grosses attentes. On sait que la marge sera haute sur un certain nombre de dispositifs. Vraiment, on va avoir beaucoup de jeunes qui vont se trouver sans solution. Donc, merci à tous pour votre mobilisation. Merci à tous pour la participation à ce webinaire. Et puis, merci d'avance pour votre action pour les jeunes. Merci. À très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci, Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.